Salut les amis, bienvenue dans cet éclair d'infos un peu spécial. En fait, il est même très spécial. Certains d'entre vous le savent, le Tesla Owner Club France a pu faire visiter la Gigafactory de Berlin à 45 de ses membres. Et j'en faisais partie. Cette vidéo est l'histoire de ce périple fort en émotions, mais aussi en informations exclusives. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, car nous avons vu des choses qui confirment pas mal de rumeurs, preuve à l'appui. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Didier Var. Je suis passionné de voitures depuis plus de 40 ans et j'ai 15 ans d'expérience dans le commerce automobile. J'ai également un DUT de génie mécanique et productique qui me permet d'appréhender la technologie et la fabrication automatisée d'une manière toute professionnelle. Vous êtes sur The Choucroute Garage, la chaîne de la mobilité électrique passée, présente et future. J'avais prévu un script que j'ai devant les yeux, qui me sert en fait de note maintenant, parce que je l'ai trouvé très plat quand on l'écrit. Je me suis dit que j'allais vous raconter ces 2 jours avec l'émotion qu'on a pu ressentir pendant tout le voyage. Allez, c'est parti. Le 6 mars dernier, le réveil a été plutôt difficile, voyez plutôt. Oui, en effet, on s'est levé tôt pour pouvoir partir pour Berlin, ce qui représente environ 800 km. Alors, on est tôt du matin, et aujourd'hui, il y a un grand départ. Avec Jules Mirage et sa Model 3 et Jérôme Sosnowski. Le temps de papoter 3 minutes, d'admirer la déco qu'avait fait Jérôme avec Carwrap Design sur sa voiture, et nous sommes partis. Mais ce petit convoi de 2 voitures n'était pas complet. En effet, 7 Tesla alsaciennes étaient du voyage et nous avons fait route ensemble depuis le superchargeur de Vendenheim pour 5 d'entre nous. Avec les petites photos à l'appui qui vont bien. Hein. Le trajet sur les autobahns allemandes s'est super bien passé. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'était pas à fond tout le temps, même si on a fait quelques pointes à plus de 200 km/h, parce que, la météo était un peu moyenne quand même, et deuxièmement, il y avait quand même pas mal de circulation. Donc pour profiter des vitesses illimitées, clairement, en général, il vaut mieux le faire à des moments où il y a moins de monde sur la route. On s'est arrêté plusieurs fois parce qu'il y avait une forte disparité entre les voitures. On avait certes la Model Y Performance de Jérôme, mais également une Model S 75D, qui a une batterie un petit peu plus petite, mais avec une autonomie nettement moindre. Donc on a dû s'arrêter un peu plus souvent. Et d'ailleurs, le premier arrêt a été un peu limite. Hein. Voilà, direction Berlin, superchargeur, les autres sont à l'intérieur. On attend 2 Model S, parce qu'il y en a un qui est vraiment short pétrole et pas sûr qu'il va y arriver. Il est à 1%. Voilà la suite de l'équipe qui arrive. Patrick avec sa S. Voilà. Et Monsieur le Président en voiture présidentielle. C'est eux qui étaient un peu chaud patate. J'ai continué le trajet avec Fabien Sturny et Jérôme Schneider. Fabien au volant de la Model S 75D qui n'avait pas conduite depuis longtemps puisqu'il s'est séparé de la sienne pour un Model 3. Alors Fabien, ça se passe bien? Écoute, pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas de problème, on est parti à l'heure. Comme je disais, petit retour de nostalgie puisque tu avais une 75D. Ouais, je retrouve une 75D et c'est vrai que on s'en lasse pas de retrouver les S et les X qu'on a connus en tout cas avant le refresh. On va faire 200 km pour le prochain superchargeur et on va tranquillement s'arrêter pour manger après. Ok. Voilà, bonne route. Le voyage s'est pourtant pas résumé à des voitures et un groupe de passionnés parlant que de bagnoles. Hein. On a pu discuter de plein de choses, on a pu échanger. Ça a été un moment de convivialité, d'amitié, de chaleur humaine. Et je pense que même Berlin y est pour quelque chose. Nous sommes arrivés vers 18 h et après nous être débarbouillés, nous avons pu visiter quelques endroits emblématiques de Berlin, comme Checkpoint Charlie ou la porte de Brandebourg. Avec des photos à l'appui, bien sûr. Nous avons passé une excellente soirée dans un restaurant allemand où la bière coulait à flot tout de même. Hein. Ça a été un petit peu dur la fin de soirée, mais tout va bien. Mais le plat de résistance, c'était pour le lendemain.
tôt, encore une fois. En effet, la visite de l'usine était au départ prévue en fin de matinée, mais elle a été avancée en raison d'un arrêt de production programmé à l'heure initiale de notre visite. Suspicieux, nous nous dotions que Tesla ne voulait pas nous montrer certaines choses. Et nous avions raison. Mais ça viendra plus tard. 45 minutes de route nous ont menés devant la Gigafactory que nous avons pu immortaliser à notre venue. Clairement, c'est impressionnant de voir la taille de cette usine, mais surtout, ce qui est très impressionnant, c'est que c'est très monolithique. Il n'y a pas 100 000 trucs autour, il n'y a pas 10 000 bâtiments, c'est un seul bâtiment massif. Nous avons retrouvé Tom, notre hôte, à la porte d'entrée. Clairement, pour nous tous, c'était une nouveauté de visiter une usine Tesla, mais également pour Tesla d'accueillir des visites, car le Tesla Owner Club France a été le premier club à avoir été accueilli dans l'usine en fonctionnement. Je sais que cette partie vous intéresse particulièrement, mais malheureusement, nous n'avons pas été autorisés à prendre des images dans l'usine. Et il y avait pourtant matière à faire quelques scoops, croyez-moi. Rassurez-vous, je vais reprendre les images qu'avait fait mon ami Rolf lors de l'inauguration pour illustrer la visite et ce que nous avons découvert. Première chose que nous avons vue est l'emboutissage. C'est l'endroit où les tôles d'aluminium et d'acier sont formées pour faire des pièces de carrosserie et de châssis. Jusque-là, c'était rien que du déjà vu. Pourtant, en nous déplaçant d'atelier en atelier, nous avons croisé énormément de véhicules, dont un Fenwick transportant une énorme caisse en bois. C'est Nabil, membre du club qui était dans notre groupe, qui a repéré une inscription sur la caisse qui nous a tous mis aux aguets. En effet, il y avait marqué dessus « Structural Battery Pack » ou « Pack de batterie structurelle ». Waouh! Ça nous intéressait. En effet, ces batteries sont prévues pour produire les Tesla à plancher en 3 parties. Elles remplacent le plancher de l'auto et représentent l'évolution la plus importante en cours dans les usines Tesla. Mais Berlin n'est pas censé produire les modèles Y avec ce type de batterie ni ce type d'architecture en ce moment. Étrange. La visite a continué par la production des gigacastings. Et là, second indice troublant. Aux côtés des gigacastings arrière s'entassait leur contrepartie pour l'avant. De plus en plus intriguant. Dans la salle des gigapress, 4 machines étaient installées et fonctionnelles. En revanche, nous n'avons pas pu voir quels étaient les modèles de casting qui sortaient des presses. On nous les a soigneusement cachés. Tout ce qu'on a pu voir, c'est qu'une 5e presse était en cours de montage et que 3 emplacements libres subsistaient dans l'atelier. Voilà qui laisse présager d'une très grosse montée en cadence pour le futur proche. L'assemblage des caisses en blanc, s'il était impressionnant, n'apportait rien non plus de nouveau. Ensuite, nous nous sommes rendus près de la ligne d'assemblage finale pour voir un petit film de la ligne de peinture. Nous n'avions pas accès à la ligne de peinture en raison, selon nos guides, de l'extrême propreté des lieux nécessaires au processus de peinture. Or, sur d'autres images, on a pu se rendre compte qu'il existe des parties vitrées permettant de voir la ligne de peinture de l'extérieur. Donc l'excuse était un petit peu bancale. Nous étions un peu déçus car nous avions l'espoir d'avoir un coup d'œil possible sur la nouvelle couleur Cherry Red. C'est peut-être la cause de cet embargo sur cette partie de l'usine. Mais peut-être pas seulement. Ce qui a été très instructif, ce n'était pas la vidéo que nous avons vue, mais l'endroit où nous nous sommes arrêtés. En fait, nous étions au bout de la chaîne d'assemblage finale, mais surtout dans une zone où les voitures sont expédiées vers l'extérieur. Un petit peu sur le côté d'ailleurs de la ligne. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait plusieurs véhicules. Et certains d'entre eux n'avaient pas d'anti-brouillard. Comme les modèles Y propulsion. Là, ça devient super intéressant. C'est encore une fois Nabil qui a mis la main dessus, et on a pu un peu tourner autour, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de badge dual motor dessus. Ouh, ça commence à devenir intéressant, là. En remontant les lignes de production, nous avons cherché des indices qui nous permettraient d'en savoir plus. On était réellement à la recherche de choses inhabituelles. Et au détour d'un couloir, j'ai vu de nombreux chariots contenant des packs batteries prêts à être installés. Rien d'anormal. Si les packs utilisés officiellement ont un couvercle noir avec un petit couvercle gris-argent à l'arrière, ceux qui étaient juste à côté de moi semblaient relativement similaires, mais avec des renforts transversaux, qu'on ne trouve que sur les packs structurels. Et là, on se pose quand même une question. Qu'est-ce que sont ces packs? De plus, il y avait un autre indice, certains packs avaient un couvercle couleur argent. Ils étaient trop loin pour que je les voie et être certain qu'il s'agit bien d'un pack différent. Donc du coup, est-ce que c'était des packs pas encore finis sans le capot final? Je n'en sais rien. Là, je ne peux pas dire plus. C'est dommage, encore une fois, que j'ai pas pu prendre de photos parce que on aurait pu regarder les choses après. Mais rassurez-vous, j'ai des images intéressantes qui arrivent. Ensuite, nous avons remonté une partie de l'assemblage final, avec en particulier la partie mariage entre la mécanique et la caisse de l'auto. Mais nous n'avons vu ni le début,
ni la fin de l'assemblage. Étrange quand même pour une visite d'usine, parce que c'est des points qui sont très intéressants. C'est l'endroit où on va installer le tableau de bord, où on va mettre l'électronique en route. C'est aussi l'endroit à la fin où on met les vitrages, ce qui est éminemment intéressant, puisque ce sont des robots automatisés qui réalisent cette opération. Nous avons par contre vu la fabrication des sièges, et enfin le contrôle final et la sortie des autos finis. Un grand merci d'ailleurs aux employés de Tesla qui sont parvenus à nous ménager une petite minute entre deux autos pour nous permettre de faire une photo de groupe. Et croyez-moi, c'était timé, hein. Mine de rien, même si ça se voit pas, c'était un moment d'émotion pour certains membres qui sont propriétaires d'autos, qui sont un jour passés à ce même endroit, comme Thomas ou Jérôme avec leur modèle Y Performance. Comme quoi, technologie et émotion ne sont pas incompatibles. Ce qui nous a choqué d'une manière générale, c'était la propreté et le calme dans l'usine. Il y avait même de la musique partout, enfin presque partout, puisque le hall des gigacastings était plutôt poussiéreux, chaud et un peu sale. Mais bon, après, c'est du casting, donc c'est un peu normal. Les gens de Tesla ont été adorables, aussi bien les guides que les employés de production, qui ont répondu à nos questions. Ils nous ont montré beaucoup de choses, expliqué énormément, et même sans un œil d'expert, tout le monde a pu découvrir comment Tesla produit ses autos. Si vous avez l'occasion de faire cette visite un jour, allez-y, vous ne le regretterez pas. Tous les clubs européens vont suivre, et nul doute qu'il y aura plusieurs sessions par club. On espère rapidement avoir d'autres créneaux au Tesla Owner Club France. Mais pourtant, notre petite enquête n'était pas finie. 2 autos sont sorties de chaîne pendant le temps où nous étions là, et nous ont mis le cerveau en ébullition. Toutes 2 étaient conformes à des modèles Y propulsion. Mais on sait très bien que ce modèle n'est produit que à Shanghai, du moins officiellement. Il n'y avait toujours pas d'anti-brouillard et pas de badge sur le haillon. J'ai pu jeter un coup d'œil sur l'une d'entre elles et il m'a semblé voir un cardan quand elle est passée devant moi, roue braquée. Mais j'étais pas totalement certain. C'était d'autant plus intriguant que le second véhicule qui était garé, que j'ai pu un petit peu examiner très rapidement, ne semblait pas avoir de cardan. J'ai pas pu sortir mon téléphone pour prendre des images. Et ça, c'était plutôt embêtant. En sortant de l'usine, nous nous sommes regroupés et nous avons évoqué plusieurs hypothèses. Et les voici. Premièrement, ces mystérieux modèles seraient des modèles Y propulsion, identiques à ceux produits à Shanghai. On aurait affaire à des batteries CATL non porteuses en cellules LFP prismatiques. Cette hypothèse s'est révélée très vite fausse, mais n'anticipons pas. Deuxièmement, ce sont des modèles Y Standard Range, dual motor, équipés de 4680 Roadrunner, identiques à celles produites à Austin. L'absence de logo sur le haillon arrière contredit cette hypothèse. Et je n'ai pas pu confirmer la présence de cardan sur la voiture que j'ai vue dans l'usine. Donc, je la considère comme improbable. Troisièmement, il s'agit d'une modèle Y propulsion à batterie structurelle qui sont en phase de mise en production. Et ça, c'est le plus probable. Nabil a évoqué la possibilité qu'il s'agisse de modèle Y propulsion équipés de batterie BYD Blade. Et j'avoue que moi, j'étais tellement perturbé par l'usine, par plein de choses, par toutes ces informations, que je me suis dit, bah non, c'est improbable, parce que dans ma tête, j'avais encore en tête le déni de l'utilisation de ces batteries en Chine. Et pour moi, Tesla n'utilisait pas ces batteries. Alors qu'il y a 6 mois, j'avais bien annoncé que le modèle était homologué et que BYD avait confirmé la livraison de ces batteries à Tesla. Il était donc probable que nous ayons ces voitures-là sous les yeux. Bravo Nabil pour avoir découvert pas mal de choses. Et clairement, quand on est dans le feu de l'action, on peut très bien se tromper. En sortant de l'usine, Jérôme est parti chercher sa voiture pour faire une belle photo devant l'usine. Et c'est là que j'ai eu un énorme coup de chance. En allant voir où il en était, j'ai remonté le parking employé qui est à l'extérieur des grilles. Et au milieu des rangées se trouvait un modèle Y noir, relativement ordinaire. Mais il y a un truc qui a attiré quand même mon attention. Il n'y avait ni les enjoliveurs, ni les caches centraux sur les jantes. Et ça, c'est plutôt étrange. Et c'est généralement typique d'un véhicule de test. Mais qu'est-ce qu'il faisait à l'extérieur ? En regardant le véhicule de plus près, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un modèle identique aux 2 étranges voitures qu'on avait vues sortir de la chaîne. Waouh, j'avais un modèle exclusif sous la main avec la possibilité de faire une vidéo. De plus, sa plaque était une plaque normale. Donc, je pense que ces voitures sont confiées à des employés pour faire des kilomètres et valider les batteries. Cela permet de faire circuler les voitures dans le monde réel et de voir leur comportement hiver comme été. Ce qui expliquerait la présence de cette voiture dans un endroit public.
J'ai donc passé mon téléphone sous le passage de roue pour en savoir plus sur cette histoire de cardan déjà. Et il s'agissait bien d'un modèle Y propulsion. Le numéro de châssis confirmait bien une fabrication berlinoise. Yes! Première info! Mais c'était loin d'être fini puisqu'il me fallait valider qu'il s'agit bien d'un plancher en 3 parties. Et regardez bien, voici le Giga Casting. Lorsque je compare à la voiture de Jérôme, on se rend bien compte qu'il y a une pièce en tôle emboutie à la place du Giga Casting. La différence est super nette. La voiture sur le parking de l'usine était donc bien un modèle Y propulsion dans une version jusqu'alors inconnue sur la route officiellement, avec une batterie structurelle et 2 Giga Casting. Avec plusieurs autos sortant de chaîne au moment même où nous étions dans l'usine, nul doute que la production de ces autos a commencé. Mais à quel stade en est-elle? Pré-production? Pré-série? Série? La présence de ces voitures implique plusieurs choses. Elon Musk a annoncé lui-même 2 choses. Premièrement, que les 4680 LFP posaient plus de problèmes que prévu dans leur développement, et deuxièmement, que les modèles Standard Range ou Propulsion recevraient cette chimie de batterie. Du coup, cela veut dire que les batteries BYD Blade seront bien intégrées dans les modèles Y qui sortiront de chaîne et qui sortent déjà de chaîne pour les prochaines années. On a compris pourquoi BYD a annoncé vouloir produire ces batteries en Europe pour les modèles Y, mais sûrement et probablement pour les modèles BYD qui seront vendus en Europe et produits directement sur place. Pourtant, je pense qu'il faudra attendre encore un peu avant de voir ce modèle proposé au catalogue, car Tesla est probablement encore en phase de test pour valider ces modèles et affiner leur fonctionnement. Mais plus pour très longtemps. Ces voitures devraient arriver assez rapidement. Comme quoi, des yeux avertis, plusieurs cerveaux et des sources d'informations diverses permettent au final d'avoir une petite idée de ce que nous avons vu. Merci Nabil d'ailleurs d'avoir mis le doigt sur pas mal de choses, ainsi que pour tes yeux de lynx, qui ont bien suppléé ma vue un peu déficiente en ce moment. D'ailleurs à ce sujet, je vous informe que je serai opéré en avril 2 fois, donc pour l'œil gauche et l'œil droit de la cataracte, et donc il y aura des petites coupures dans les publications des vidéos. Merci de votre compréhension. Ce qui restera dans nos mémoires, ce sont les moments de franche rigolade, les échanges humains et un super moment passé ensemble avec tous les membres. Merci encore à toute l'équipe du club qui a tout organisé. Pour finir cet éclair d'infos, juste un petit message concernant la suite des vidéos de cette semaine. Je travaille depuis le 1er mars sur l'Investor Day, qui a été un peu trop souvent perçu comme ennuyeux et peu utile. Pourtant, il y a une somme incroyable d'informations qui ont été diffusées, ou évoquées, voire cachées dans certaines illustrations à titre d'easter egg. Les 4 autres vidéos de la semaine traiteront donc de ce futur proche pour Tesla et de la technologie qui entrera dans les futurs produits de la marque, dont la Compact. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.